des harkis et leurs familles, ces orphelins déviants, qui s'accrochent désespérément, ou aux quelques officiers français restés près d'eux pour poursuivre malgré tout leur mission. J'ai vu pleurer ces soldats couverts de décorations, devant 12 000 malheureux qui continuent à s'agripper à leur uniforme. Ils représentent pour eux la France, qu'ils ont servi sur tous les champs de bataille. Donc je disais merci pour votre présence au sein de notre manifestation pour la journée nationale d'hommage aux harkis et qui exceptionnellement se déroule au même moment à la Porte d'Italie et ici donc, mais nous on le fait au rond-point du Bachaga Saïd Boualam. Malgré cette coïncidence des deux cérémonies, nous avons le plaisir de compter parmi nous un élu municipal et métropolitain qui soit remercié aussi, puisqu'il a été obligé de se séparer en deux. Non, je crois qu'il est complètement avec nous, là. Il est complètement avec nous. Comme vous le savez, nous plaçons sous le patronage posthume, en quelque sorte, du Bachaga, plutôt que devant la stèle à l'Algérie française, parce que la journée d'hommage aux harkis consiste en une démarche assez particulière. On en parlera après. Je pense qu'il est bon de rappeler qui est Saïd Boualam. Saïd Boualam est né le 2 octobre 1906 dans le département de Beaune. Il appartient à une ancienne famille de notables de la tribu berbère des Béni Boudouane. Enfant de troupe à Saint-Hippolyte-du-Fort et à Montreuil de 1919 à 1924, il devient officier dans l'armée française au 1er régiment de tirailleurs algériens, d'où la musique que nous venons d'entendre. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il atteint le grade de capitaine. Il est promu commandeur de la Légion d'honneur à titre militaire et reçoit la croix de guerre, la croix du combattant et la croix de la valeur militaire. Bachaga de Loire-Senis, il devient responsable de la Arca de la région en juillet 1956. Plus tard, à partir de février-mars 1962, sous la responsabilité de l'ex-colonel Jean Garde, membre dirigeant de l'OAS, il forme un maquis dans Loire-Senis. Donc vous voyez deux époques assez différentes. Son engagement pour la France a été très précoce et son engagement plutôt aux côtés de l'OAS a été plus tardif. Et entre ces deux dates, entre ces deux moments, il a été vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été réélu à 4 fois entre 1958 et 1962. Donc c'est un homme à la fois, c'est un chef de tribu, c'est un homme politique français. C'est quelqu'un donc, vous voyez, qui est capable d'avoir plusieurs casquettes. C'est un chef de guerre et c'est en même temps un politique. Je pourrais continuer un petit peu l'histoire de Saïd Boualam, mais déjà vous comprenez que il a commencé par adhérer à faire partie de l'équipe de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle l'a donc l'a fait nommer vice-président de l'Assemblée nationale, mais il s'est détaché des gaullistes à partir de 1959, ce qui est logique, hein, c'est à partir de septembre 1959 qu'on
on a su que les intentions des gaullistes, c'était l'autodétermination d'Algérie. Donc il s'éloigne peu à peu du gaullisme et ne prend pas part au vote sur la déclaration politique générale de Michel Debré le 15 octobre 1959. C'est logique, hein, la déclaration de Gaulle, c'était en septembre 1959. Le 2 février 1960, il vote contre le projet attribuant des pouvoirs spéciaux au gouvernement et s'oppose à la modification de la Constitution du 11 mai 1960. Il est démis de son mandat à l'indépendance algérienne le 3 juillet 1962. Voilà, un peu en rapide, pourquoi nous honorons cette journée pour les harkis avec le nom du Bachaga Saïd Boualam. Il représente l'engagement d'un homme et il représente aussi la trahison de la République française vis-à-vis de ce qu'il a toujours été, de sa fidélité à la France et de sa fidélité à l'Algérie française. Que fait la France ? Le contenu de nos interventions ici sont souvent moins prévisibles que celui de nos commémorants officiels, ceux qui sont actuellement, par exemple, à la Porte d'Italie. Et ce qui est encore plus prévisible, ce qui était encore plus prévisible cette année, c'est une intervention du président de la République en amont de la déclaration du ministre. Je vous rappelle qu'actuellement, dans pas mal d'endroits en France, les cérémonies équivalentes sont assorties d'un discours qui est écrit par le ministre des anciens combattants. Mais là, le président a cru bon de s'exprimer le 20 septembre et il a dit « L'honneur des harkis doit être gravé dans la mémoire nationale » et il nous a annoncé une loi de reconnaissance et de réparation pour les harkis qui sera votée à une date qu'on ne connaît pas. Toute la presse, qu'elle soit patriote ou même la presse subventionnée, est unanime pour dénoncer un agenda très électoral dans cette déclaration. Parce que même si elle était attendue, même si certaines associations avaient demandé ce type de déclaration et cette prise de position pour une loi de réparation, il est évident que déclarer ça le 20 septembre 2021, à quelques mois de l'élection présidentielle, ça a quand même une connotation très forte. D'autre part, c'est le « en même temps » qu'on n'avait pas demandé, nous en tant qu'association. Parce que le « en même temps », ça veut dire déclarer en 2017, pendant la campagne des présidentielles, déclarer que la colonisation était un crime contre l'humanité et parler de la barbarie pour la colonisation des territoires qui étaient à l'époque nommés barbaresques. Faire ça en 2017 et puis en 2021 faire une déclaration de bonne intention vis-à-vis des harkis, c'est un en même temps de trop. Il n'y a que 4 années qui séparent. La première déclaration à charge donc pour l'Algérie française, c'était en 2017, avant le début du mandat. Et la déclaration de la semaine dernière, c'est donc plutôt sur la fin du premier mandat, tout en espérant qu'il n'y en ait pas un deuxième. Les médias non subventionnés ont aussi remarqué que dans ces 2 exemples de communication présidentielle, il y avait un grand absent, le pouvoir algérien. Et cela que ce soit en 62, en 1962 ou en 2021. C'est devenu un rituel. Le président s'est gardé de désigner quelque responsable que ce soit, laissant aux historiens le soin de le faire. Parce qu'on peut dire qu'il aurait pu dénoncer la gauche, il aurait pu dénoncer les porteurs de valises, il aurait pu dénoncer les complices du FLN, et puis ceux qui traitaient les harkis de collabos. Il aurait pu aussi parler de la responsabilité écrasante de De Gaulle. C'est sans compter également sans une partie de la droite qui feint de croire que les accords d'Évian seraient scrupuleusement respectés et qu'il n'y aurait pas de représailles. Il n'a pas non plus parlé des plus hautes autorités qui avaient donné des ordres pour qu'on ne protège pas les harkis. D'autre part, c'était encore en 2000, le président algérien Bouteflika avait exclu le retour des harkis en Algérie, car selon lui, ce n'était pas leur pays.
Voilà, tout ça, Macron n'en a pas parlé. Alors pourquoi commémorer cette journée nationale? Quelle est la position des trois associations ici présentes, la DIMAD, le CNR et le collectif national Non au 19 mars 1962? Pourquoi le faire sur cette journée nationale? Et en quoi est-ce nécessaire de faire une commémoration spécifique ici? Pour répondre, je me réfère un petit peu au message du ministre, par rapport à le message qui est actuellement diffusé dans pas mal de communes actuellement, que ce soit à Toulon, à Beaucaire par exemple. Alors, même si le ministre actuel des anciens combattants a rappelé un certain nombre de choses qui sont nécessaires, il manque toujours l'essentiel. Et l'essentiel, c'est deux choses. La dénonciation des accords d'Évian et deuxièmement, la reconnaissance du génocide harki. Le terme génocide est important, hein, bien sûr. Ce terme est refusé, on en avait parlé l'an dernier. Ce terme est toujours refusé, il est réservé. Visiblement, c'est une marque déposée. On a l'impression que c'est comme une marque déposée. Donc je passe rapidement sur ce qui a été énoncé par le ministre. Hein, il a rappelé que sur les 200 000 Algériens qui étaient recrutés par l'armée française, environ 60 000 ont parvenu à partir avec les pieds noirs et seuls 42 500 harkis ont finalement trouvé refuge en France métropolitaine. Donc vous voyez, ça représente environ un quart de tous ceux qui étaient dans l'armée française. L'accueil en métropole de ceux qui ont eu la chance, on va dire, d'arriver en métropole, s'est fait dans des conditions précaires. Vous avez tous entendu parler des camps, des hameaux de forestage, des cités urbaines dans lesquelles ils ont été parqués, c'est le mot en général qu'on entend, et je crois que c'est le bon mot, sans réelle perspective d'intégration pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Les autres, eh bien les autres, ils ont été livrés à un sort funeste. Je ne rappellerai pas les supplices et la façon dont ils ont été liquidés. Les harkis attendent une reconnaissance de l'État français, ça fait longtemps qu'ils attendent effectivement, pour ce qu'ils ont fait pour la France. Le ministre a rappelé, et je finirai avec ça pour ne pas citer la suite des paroles du ministre, la dernière phrase, donc c'est en 2018 un plan harki de 40 millions d'euros destiné à revaloriser sur 4 ans les pensions des anciens combattants et à venir en aide à ceux de leurs enfants qui vivent dans la précarité et concédé. Mais on considère que c'est bien peu au regard du préjudice généré. Et puis surtout, pour finir de citer le ministre, j'ai repéré une petite phrase qui en dit long. Il y a une phrase dans son texte, donc le texte qui est lu actuellement, à d'autres endroits aujourd'hui. Pour beaucoup, ce fut l'heure de la violence et des représailles. Cette phrase, donc, ça parle des harkis. Et le mot de représailles m'a attiré l'attention. Je vais vous lire la définition de représailles pour que ça soit plus clair. Représailles, traitement que l'on inflige à un ennemi pour s'indemniser d'un dommage qu'il a causé ou pour se venger d'une violence qu'il a exercée contre le droit de la guerre. Donc quand le ministre utilise ce mot de représailles, ça sous-entend que les harkis les harkis auraient usé de violence vis-à-vis de la population musulmane et algérienne en général. Je pense que c'est une grosse boulette. Et ça m'oblige à rappeler des vérités pour qu'on évite à terme de réutiliser ce mot pour les harkis, qui revient en gros à dire que les harkis étaient des collabos. Hein. Ça, on a vu tout à l'heure l'insulte de Bouteflika à leur endroit. Donc il est important de rappeler 6 vérités. Un collabo, c'est quelqu'un qui collabore ou qui donne des informations à un ennemi de sa patrie. Or, la patrie des harkis, c'était la France. Alors que les terroristes qui assassinaient les populations civiles depuis 1954 ou qui livraient des armes en Algérie française, ils étaient égyptiens, marocains, soviétiques, tchèques, slovaques, roumains ou tout simplement français métropolitains communistes. Les harkis n'étaient pas des ennemis du peuple algérien. On compte 4 fois plus de combattants musulmans dans le camp français que du côté du FLN. Donc on voit qu'ils étaient majoritairement pour la France. Ils étaient les garants de la sécurité intérieure du pays. Ils étaient français. Ils étaient loyaux au pays qu'ils avaient choisi. Ils avaient significativement contribué à la libération de la France en 1944 et 1945.
et leur fonction était de préserver la paix en Algérie. Alors comment voulez-vous être collabo dans ces conditions-là? Les ennemis de l'Algérie à cette époque, c'étaient les terroristes, venus de Tunisie, d'Égypte ou du Maroc, et ceux qui les aidaient, le réseau Janson, les Audin, les Curiel, et qui étaient eux les vrais traîtres à la France. Les vrais collabos, c'était eux. Le peuple algérien a été guidé progressivement par ces vrais collabos, vers leur nouveau maître du FLN, passant d'un paradigme impérial à un paradigme soviétique. On sait trop bien maintenant que le rôle de ces agitateurs bolcheviques consiste, grâce à la puissance instantanée que leur confère la violence, à installer la barbarie et la sauvagerie dans le cœur des soi-disant damnés de la terre. La Deuxième Guerre mondiale a considérablement affaibli la puissance géostratégique de la France et a conduit à son remplacement dans le cœur des Algériens musulmans par des puissances beaucoup plus crédibles dans les années 50 et 60. Des puissances telles que l'Union soviétique ou la Chine, imposant ainsi un modèle révolutionnaire stalinien comme seul horizon et imposant alors la guerre civile comme unique route vers le grand soir algérien. Au final, l'accusation de collaboration relève de l'inversion accusatoire. Après avoir trouvé dans le harki le bouc émissaire idéal de toute l'humiliation subie par les tribus algériennes au fil des années de colonisation. Comme au jeu du mistigris, l'allégeance au colonisateur fait perdre la tribu qui la possède encore dans sa main à la fin de la partie. Et la fin de la partie, c'est De Gaulle. C'est De Gaulle qui l'a sifflé en septembre 1959, quand il programme, contre toute attente, le droit des Algériens à disposer d'eux-mêmes. La signature des accords d'Évian, non respectée du côté algérien et du coup non respectée par l'OAS, a permis au FLN d'imposer à la France l'essentiel des exigences contenues dans sa déclaration du 1er novembre 1954. Les terroristes ont ainsi gagné en 1962 sur tous les points de revendication, et cela en 8 ans d'écart, entre 54 et 62. Un sacré succès pour cette guerre de décolonisation, dont les harkis et leurs familles furent les principales victimes expiatoires. Aujourd'hui aussi, le terme de génocide harki est refusé par les fondateurs de la Ve République et par les liquidateurs gaullistes ou communistes de l'Algérie française. Ceux-là même qui ont aidé les terroristes du FLN, qui les ont armés, qui les ont encouragés à tuer et qui ont donné des informations à l'ennemi de sa patrie en temps de guerre. Et bien au fait, c'est la définition d'un collabo, ça. Si tu veux parler, Jean-Pierre, après ça. Chers amis, d'abord, je vous remercie de répondre au rendez-vous de la fidélité. C'est la journée des harkis. Les harkis sont les soldats de la France, les soldats trahis. Nous n'avons pas attendu des années pour rendre hommage aux harkis. Dès 1962, nous avons rendu un juste hommage à ceux qui s'étaient battus du côté de la France. Tout dernièrement, un président de la République s'est cru autorisé à demander pardon au nom de la France aux harkis. Il demande pardon plus de 60 ans après. C'est une plaisanterie. La repentance électorale, ça relève du domaine politique, dans la mesure où elle est électorale. Mais la repentance n'appartient pas au domaine politique. La repentance appartient au domaine religieux. Nous sommes toujours en Ve République gaulliste. Le président Macron est un président de la Ve République gaulliste. Il y a une omerta. Ils sont obligés de cacher le crime de trahison, de cacher les crimes commis vis-à-vis du peuple algérien, le crime commis vis-à-vis des harkis. Ils dénoncent le crime, mais ils ne désignent jamais l'assassin. Le responsable de cette tragédie a un nom, il s'appelle De Gaulle Charles. Vous n'entendrez jamais un chef d'État de la Ve République dénoncer le criminel. C'est la raison pour laquelle nous, depuis 62, nous avons toujours dénoncé le traître De Gaulle Charles, le responsable des massacres De Gaulle Charles.
journée des harkis, journée d'hommage. Ces hommes méritent notre respect. On essaye maintenant de les acheter avec de l'argent, mais le préjudice qu'ils ont subi est irréparable. Quand on est abandonné par ses chefs et quand on livre le pays à l'ennemi, eh bien, on ne peut jamais réparer cela. Aucune somme d'argent ne pourra réparer. Ce que nous demandons, c'est la vérité. C'est qu'on désigne les assassins et qu'on essaye, dans la mesure du possible, bien que 60 ans après, c'est quand même trop tard, qu'on essaye de rétablir ceux qui ont subi des préjudices dans leurs droits. Les harkis, qu'en reste-t-il? Ils sont très peu. Par contre, il reste des enfants de harkis. Beaucoup d'enfants de harkis qui n'arrêtent pas de réclamer des indemnisations. Je répète, le préjudice commis ne peut pas être réparé par de l'argent. Voilà les quelques remarques que je voulais vous faire. Je voulais vous remercier de votre présence ici. Nous sommes peu nombreux, mais ce n'est pas important. L'important, c'est la fidélité. C'est la raison pour laquelle la Djihad s'appelle aussi Mémoire de la résistance Algérie française. Cette résistance de l'Algérie française, ça a été l'honneur de la France. Beaucoup de Français qui étaient Algérie française en 1958, d'ailleurs De Gaulle est venu porté par cet élan, ont oublié et sont devenus de misérables gaullistes partisans de la capitulation. C'est la raison pour laquelle le combat de l'OS, le combat donc de tous les nationalistes a été l'honneur de la France. Ils pourront nous dire ce qu'ils veulent, nous ne changerons jamais, notre honneur s'appelle fidélité. Je vous remercie. On va déposer les gerbes. Si vous voulez bien prendre la gerbe du CNR, Cercle national des rapatriés. Alors nous n'avons pas de monument aujourd'hui. Le monument, c'est le portrait du Bachaga Boualam. La gerbe de la Djihad. Je voudrais vous faire remarquer la présence d'un vieux camarade de combat qui est notre ami Georges Condé. Il fut combattant nationaliste dans les commandos Z, dont on parle très peu, qui ont pourtant eu une action extrêmement efficace en Algérie, particulièrement à Alger, et qui fut également un combattant de l'OAS et qui fut également un détenu puisqu'il a payé sa fidélité d'années de prison. Donc le gerbe de la Djihad va être déposé par les dames qui sont actuellement ici, par monsieur Condé. Et par monsieur Georges Ouais. Condé. Nous terminons par les Africains.
un soleil magnifique a retenti ce cri vainqueur. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver notre patrie. Nous avons tout quitté par en oubli foyer, et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y boucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Il me reste à vous remercier pour votre présence. Et donc je remercie encore Amaury. Nous avons un très beau monument des morts de l'Algérie française à Marignane. Depuis X années, nous rendons hommage à nos morts, donc le 1er novembre. Les 2 dernières années, pour cause de confinement et de Covid, nous n'avons pas pu y aller. Cette année, nous reprendrons donc cet hommage aux morts de l'Algérie française. Donc, je vous donne rendez-vous à Marignane devant notre magnifique monument, si vous pouvez faire le déplacement. Merci. La cérémonie est terminée. Merci de votre présence.